Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Astrid Siranossian. Bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois à propos d'une riche actualité, mais si c'était le cas, je vous recevrais tout le temps Astrid. Là il y a deux événements dont on va beaucoup parler, à savoir un premier festival Nadia et Lily Boulanger qui va se tenir à Trouville du 31 mai au 2 juin prochain, donc dont vous assurez la direction artistique. Et puis il y a aussi un week-end dont je voudrais beaucoup parler, qui va se tenir les 27 au 29 septembre prochain à la Philharmonie, oui. Un week-end arménien. Donc c'est un peu deux des pôles de votre vie artistique, Nadia et Lily Boulanger et l'Arménie. C'est vrai, ça fait partie de mes deux pôles, en tout cas, qui font partie, qui me nourrissent beaucoup depuis longtemps. Et je prends plaisir à monter sur scène et à faire partie d'événements qui rendent hommage à la fois à Nadia et Lily Boulanger et puis également à l'Arménie. Oui, je me souviens d'ailleurs, j'avais eu le plaisir de vous interviewer chez vous il y a quelques années et puis trônait de manière royale les entretiens de Nadia Boulanger avec Bruno Mont-Saint-Jean, oui. Un des livres phares sur la musique. Oui, un livre phare. Nadia Boulanger, c'est l'amour de la transmission, la pédagogie, c'est beaucoup de choses. Elle réunit beaucoup d'éléments qui, je trouve, inspirent quotidiennement. Inspire à la fois quotidiennement et aussi sur le long terme. Moi, c'est une figure qui est presque quotidiennement présente. Je ne l'ai jamais connue, mais à travers les entretiens que j'ai pu lire, à travers toute l'œuvre qu'elle laisse, disons qu'elle est omniprésente dans la musique. Donc l'album que j'avais sorti, j'étais venue d'ailleurs au micro en parler avec vous, Dire Mademoiselle en 2020, ça a été une première étape d'un travail vraiment que je souhaite effectuer autour de Nadia Boulanger. Là, le festival à Trouville, c'est une nouvelle étape. C'est un nouveau pan aussi de ma vie artistique que j'aime défendre, à savoir la direction artistique, la création d'événements musicaux et de festivals qui... Oui, parce que vous dirigez déjà un autre festival. Voilà, depuis 9 ans, un festival qui est à Romans-sur-Isère, qui s'appelle les Musicades, qui a lieu en été et qui mélange musique, gastronomie et littérature, 3 pans aussi qui sont très importants dans ma vie. Mais là, Nadia et Lily Boulanger, ça se trouve donc, ce sera à Trouville, une ville où elles ont passé leurs vacances enfants. Donc c'est aussi un autre pan qui je trouvais assez intéressant, l'enfance. Quel impact à l'enfance sur une carrière artistique, quelles inspirations, quelle est l'importance aussi de pouvoir peut-être nourrir de musique une enfance. Et évidemment, Nadia et Lily Boulanger sont deux sœurs qui ont eu des destins tragiques pour Lily Boulanger, mais quand même excessivement riches et qui marquent la musique. Mais voilà, à Trouville-sur-Mer, leur rendre hommage à toutes les deux dans cette ville qui les a vues, qui les a bercées enfants, je trouvais que voilà, il y a une douceur, il y a une tendresse, et surtout, on est avant le drame du décès de Lily. On est dans une période où familialement, elles vivaient de bons moments ensemble. Alors dans ce disque, vous aviez enregistré aux côtés de Nathanaël Gouin un certain nombre d'œuvres, et puis même aux côtés de Daniel Barenboim, 3 pièces. Exactement. De Nadia Boulanger, parce que Nadia Boulanger, elle est peut-être elle-même coupable, c'est-à-dire qu'elle s'est retranchée en tant que compositrice derrière la figure de sa sœur. Oui. Et puis derrière l'enseignement... Exactement, c'est-à-dire que Nadia Boulanger... Lily Boulanger a eu le premier prix de Rome. Première femme à avoir le prix de Rome. Mais Nadia Boulanger avait eu un 2e prix de Rome, donc c'est quand même pas rien. Au décès de sa petite sœur Lily Boulanger en 1918, alors qu'elle n'avait que 24 ans, Nadia Boulanger a décidé d'arrêter ses écritures musicales qu'elle jugeait complètement inutiles pour vraiment se consacrer à l'enseignement et puis surtout à la diffusion des œuvres de sa sœur. Donc moi, quand j'en ai parlé à Daniel Barenboim des 3 pièces de Nadia Boulanger, il ne savait même pas que Nadia Boulanger avait composé des œuvres. Mais parce que il a été élève de Nadia Boulanger. Il a été élève quand il avait 12 ans. Ça a été d'ailleurs son premier contact avec la France. Il n'oublie jamais de le dire, Daniel Barenboim, que son premier contact avec la France, c'était de venir 36 rue Balu,
dans les classes de Nadia Boulanger. J'ai retrouvé d'ailleurs à la BNF, un lieu où j'adore aller fouiller, la BNF, des lettres qu'il lui avait envoyées depuis Salzbourg. Il avait 12 ans, des lettres de remerciements où il parle du fait qu'il travaille le quintet de Schumann. Enfin bref, donc il y avait une correspondance et c'est son premier lien avec la France à Daniel Barenboim qui adore ce pays, a été donc les classes de Nadia Boulanger. Astrid Cyranossian, quand on regarde votre discographie, votre répertoire, on peut parler aussi d'interprètes qui vous sont chers, comme Nathanaël Gouin, oui. Philippe Bianconi ou d'autres. On est frappé par la richesse de ce répertoire et puis un éclectisme quand même. Enfin, je vous ai entendu dans de multiples répertoires. Et vous, par exemple, le matin, quand vous vous levez, que vous travaillez votre instrument, vous allez vers quel répertoire si vous n'avez pas une obligation de donner un concert? Qu'est-ce qui vous est le plus proche? Eh bien, c'est un peu compliqué à dire. Ça dépend un peu des phases de ma vie. Ça dépend des jours. Ça dépend des... moi, j'aime la musique. J'aime la belle musique. Voilà. J'ai pas de... J'aime le son, j'aime l'harmonie, j'aime la chaleur d'un timbre sonore. Voilà, il y a des textures en fait sonores qui me plaisent un peu dans tous les styles de musique. Il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit doux, chaleureux. J'ai une recherche comme ça. Je dirais pas d'un style particulier de musique, mais d'une émotion que peut transmettre une musique. Et le violoncelle, c'est mon instrument vraiment que je joue depuis que j'ai 4 ans. C'est le mode d'expression chaleureux, humain et généreux qui, je trouve, se prête à plein de styles différents de musique. Après, il faut faire attention, évidemment, parce que chaque langage musical est une langue. Et de temps en temps, il faut aussi faire attention à bien savoir défendre un langage musical. Donc voilà, moi je suis intéressée un petit peu, nous avons la chance d'être dans un monde où on peut être très ouvert au monde justement. Moi je voyage beaucoup et je trouve que de s'intéresser à différentes cultures, de s'intéresser à différentes musiques, c'est essentiel, ça nourrit et surtout toutes les musiques se nourrissent. Je veux dire l'influence de la musique par exemple orientale en France a été très forte, même il y a quelques siècles. Enfin voilà, le voyage, ça fait quand même vraiment partie de l'être humain. Le rêve du voyage, même par exemple le Souvenir de Florence, Tchaïkovski n'est jamais allé à Florence, pourtant il a écrit une œuvre majeure qui s'appelle Le Souvenir de Florence. Oui, Debussy n'est pas trop allé en Espagne non voilà, plus. Disons qu'il y a un fantasme du voyage. Moi j'ai la chance de beaucoup voyager, donc je me dis c'est formidable parce que finalement j'ai une vie que peut-être beaucoup de générations auraient rêvé à avoir. Eh bien, il faut aussi la diffuser. Moi, je voyage beaucoup, mais tout le monde ne voyage pas. Et je trouve que c'est absolument génial de redonner, ou alors de donner vie à des cultures sur scène. Dans un même concert, on peut faire un tour du monde. Alors vous dites que vous avez commencé le violoncelle à 4 ans. Vous avez une sœur qui était aussi une violoniste de très grande renommée, qu'on connaît beaucoup dans le répertoire baroque. Donc ça veut dire que vous aviez un environnement familial musical. Ah oui, alors j'ai ma grande sœur Chouchane, violoniste, mais notre père, Alexandre, était directeur du conservatoire de Romans-sur-Isère pendant plus de 40 ans. Ah voilà, ça explique vos liens avec cette ville. Voilà. Il a été aussi chef d'orchestre, pianiste, voilà. Donc vraiment, je pense que la musique a été comme l'apprentissage d'une langue familiale. Voilà. Je n'ai aucun souvenir de ma vie sans musique. Vous ne pensiez pas qu'il y avait des familles où on ne pratiquait pas la musique quand vous étiez petite? Pas du tout. D'ailleurs, j'ai découvert aussi assez tardivement qu'on ne chantait pas dans toutes les familles. Moi, du côté de ma mère, qui est grande spécialiste de vin, c'est autre chose. Mais du côté de ma mère, mes grands-parents, mon arrière-grand-mère et autres chantaient du chant populaire. Donc il y a aussi ce pan-là de ma vie. Donc finalement, j'ai pas tellement de mérite quand je fais des albums qui mélangent musique, disons, savante et musique populaire. J'ai vraiment baigné dedans. Donc voilà, pour la musique comme moyen d'expression à tout moment de la journée, à tout moment de la vie. Oui, mais c'est pas évident. Enfin, quand même, les interprètes de musique écrite, savante, classique, sont pas toujours à l'aise dans un répertoire plus populaire, alors que vous, justement, je vous ai entendu dans ces répertoires arméniens principalement. Vous avez l'air d'avoir une grande aisance par rapport à ce répertoire, ce qui n'est pas le cas de tous vos confrères. Alors, vous remarquerez que au niveau populaire, je reste vraiment axée sur l'Arménie. Je ne m'aventure pas
pas, en tout cas sur scène, à d'autres répertoires. Oui, la langue arménienne est une langue que je parle. La musique arménienne, mon père a fait de grands travaux autour de la musique arménienne, donc je sens une certaine légitimité à partager sur scène. La scène, évidemment, c'est un lieu d'expression libre, mais je ne me permettrai pas de faire n'importe quoi. Je me sens néanmoins assez légitime par rapport à la musique arménienne. Et puis c'est parce que ça fait aussi partie d'un langage que je connais et que je côtoie depuis mon enfance. Justement, il y a un disque que je trouve absolument merveilleux, auquel vous avez participé, qui s'appelle Âme arménienne, alors qui est paru de manière étrange sur un très très beau label qu'on est plus habitué à voir lié à la musique baroque, et label du Château de Versailles spectacle, magnifique label. Et puis vous avez participé aux côtés de Narek Kazayan et d'autres à ce disque où on trouve des musiques populaires et notamment aussi des œuvres d'un des grands compositeurs arméniens qui est Komitas. Oui. C'est quoi? C'est le Bartók arménien pour Exactement. les incultes comme moi? Oh non, pas un culte, Frédéric, mais disons que Komitas, c'est l'ethnomusicologue qui a recueilli dans l'Empire ottoman, avant le génocide arménien de 1915, les mélodies populaires qui nous restent dans la culture arménienne et qui auraient complètement disparu. Alors je ne sais pas si, tout comme Bartók ou alors Kodály, il y a eu une peur de perdre un pan culturel à la chute des empires pendant la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas s'il y a eu cette urgence, mais en tous les cas, Komitas, c'est vraiment le père, on dit le père, et bon, il était prêtre aussi, donc c'est vraiment le père de la musique arménienne, qui a su aussi délier de l'Empire ottoman, où il y avait quand même beaucoup de mixité culturelle, la typicité de la musique arménienne. Donc, il a recueilli des milliers de musiques arméniennes. Il avait commencé aussi à déchiffrer des neumes, qui étaient l'ancienne écriture musicale, avant les notes de musique que nous connaissons. Mais voilà, il a entrepris des travaux incroyables. Et c'est vrai qu'à le Âme arménienne, cet album, ça avait été très émouvant parce que l'organisation du Château de Versailles nous a invités pendant 2 années de suite pour l'anniversaire du génocide arménien à faire des concerts de musique arménienne, et c'est vrai que ça avait été très émouvant évidemment à Versailles de pouvoir, dans ce haut lieu incroyable français, de pouvoir rendre hommage et de jouer cette magnifique musique arménienne. Alors on va, avant de revenir à Nadia et Lily Boulanger, on va rester en harmonie puisqu'il va y avoir un week-end à la Philharmonie de Paris du 27 au 29 septembre prochain consacré à l'Arménie. Strix Cyranossian, week-end auquel vous allez grandement participer, puisque vous allez participer à 2 concerts. Un qu'on peut dire chambriste, aux côtés d'artistes comme Eva Zajcic, David Arutunian et Xenia Maliarevich, et puis avec des musiques justement traditionnelles et puis des musiques aussi savantes. Oui, alors en fait, il y a un album magnifique qui est sorti, qui s'appelle Maerig, avec des œuvres absolument magnifiques. Chez votre label Alpha. Exactement. Mais vous n'y participez pas. Non, je n'y participe pas. Mais c'est un album que je trouve absolument merveilleux. Et je vais rejoindre donc ce magnifique trio du projet Maerig pour quelques œuvres d'un compositeur que j'aime beaucoup, qui est Arab Artevian. Mon père l'a connu. C'est un compositeur qui a vécu en France et qui a écrit des œuvres que j'aime beaucoup défendre. Il se trouve qu'il a aussi un neveu très connu qui est le parfumeur Francis Kurkdjian. Et donc, je vais les rejoindre pour des découvertes. Je pense que ce sera pour beaucoup des découvertes d'œuvres savantes arméniennes et également populaires. Et ensuite, il y a le 29 septembre. Alors là, ça sera un répertoire quand même un peu plus connu. Hommage à Aram Khachaturian. Exactement, hommage à Aram Khachaturian, avec l'orchestre d'État d'Arménie, dans le concerto Rhapsodie de Khachaturian, qui a été écrit pour Mstislav Rostropovitch. Que vous avez du reste enregistré. Alors c'est pas celui-là que vous avez enregistré, c'est l'autre concerto. Le concerto. Oui. Le concerto, ça je l'ai enregistré donc avec le Symphonia Varsovia, dans un disque qui regroupe aussi le concerto de Penderecki. Oui, puisque vous aviez eu un prix Penderecki. Je le dis puisque vous le direz pas. Mais donc voilà, c'est vrai que ce sont 2 répertoires, ce sont deux époques aussi. L'époque soviétique, je trouve géniale parce que c'est aussi une émergence du violoncelle dans le répertoire soliste.
Et c'est vrai qu'à la fois dans le concerto Rhapsody que je jouerai le 29 septembre à la Philharmonie, il y a une espèce d'acte héroïque que porte le violoncelliste sur les épaules. Et voilà, je trouve que dans ces temps où il faut être fort, surtout quand on est... je pense qu'on est dans une période un peu dure, il faut être fort. Et je trouve que, en tout cas, ce répertoire de Khatchatourian inspire. C'est de la musique forte qui défend vraiment ses opinions. Et je trouve que c'est chouette. Et justement, alors vous parliez de Rostropovitch qui a suscité tellement d'œuvres de génie du XXe siècle. Quand vous étiez petit, excusez-moi de revenir à votre enfance, mais enfin, c'est quand même un thème, l'enfance, qui vous est cher, Astrid. On parle des sœurs Nadia et Lily Boulanger et de votre répertoire. Vous aviez des idoles comme ça, violoncellistes, ou alors c'est venu plus tard? Bien sûr. Non, moi j'ai grandi avec... j'avais pas du tout de télé chez moi. J'avais que des livres et j'avais un lecteur de disques dans ma chambre avec 4-5 disques. Donc il y avait Concerto d'Elgar par Jacqueline Dupré, il y avait Rostropovitch, il y avait plusieurs œuvres comme ça, mais en gros il y a eu János Starker, Jacqueline Dupré et Rostropovitch. Voilà, ça a été pour moi, j'ai vraiment grandi avec quelques albums que j'écoutais vraiment en boucle. Donc voilà, ce sont des musiciens absolument, des violoncellistes, de grands violoncellistes. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'écoutais donc le concerto de Elgar avec le London Symphony Orchestra et je l'ai enregistré il y a un mois. J'ai enregistré ce concerto il y a un mois avec le London Symphony Orchestra. Et vous parliez de l'enfance, je me revoyais enfant, écouter l'album du London Symphony Orchestra, Jacqueline Dupré. Et c'est vrai que voilà, il y a des connexions avec l'enfance pour moi qui sont très fortes parce que finalement, depuis que j'ai 4 ans, je fais la même chose, à savoir je joue du violoncelle. Oui, il y a pire comme activité, Astrid Cyranossian. Vous parlez de Jacqueline Dupré. C'est étonnant parce que quand on parle avec des violoncellistes comme ça, il y a des figures qui reviennent. Quand on parle avec des violonistes, c'est David Oistrakh ou Heifetz ou Christian Ferras ou quelques autres. Et puis Jacqueline Dupré, chez les violoncellistes, elle revient... il y a des figures qui marquent comme ça, même s'il y a beaucoup de grands violoncellistes dans l'histoire, il y a des figures qui restent à part comme ça. Oui, parce que bon, il y a aussi l'histoire du destin tragique de Jacqueline Dupré. Puis surtout, il y a une vérité dans ces enregistrements, il y a une vérité il y a peut-être une urgence aussi de par sa maladie d'avoir enregistré des œuvres, je trouve que ce sont des jeux. De temps en temps, c'est un petit peu ce que je reprocherais à l'époque dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était des personnalités qui avaient un timbre, un jeu, parce qu'ils avaient des vies excessivement remplies, authentiques. Moi, vous parliez de Christian Ferras, voilà, je trouve que ça, ce sont des interprètes qui nourrissent, parce qu'ils racontent quelque chose. Et c'est forcément inspirant, parce que... les vies qu'ils ont eues dans des époques aussi sous contraintes politiques, on connaît pas vraiment ça, les contraintes politiques comme pouvait avoir Rostropovitch ou alors d'autres grands interprètes et forcément ça se ressent dans leur jeu et c'est peut-être pour ça que ça nous marque. Alors, au risque de vous choquer, Astrid Cyranossian, vous faites partie pour moi de ces jeunes interprètes chez lesquels on a l'impression qu'une âme de vieille interprète s'est réincarnée. Mais j'en connais quelques-uns comme ça, vous exprimez comme si, vous étiez... Mais bon, je ne veux pas vous faire rougir. Mais comme si en vous se réincarnait à la fois un pan historique par l'Arménie et votre histoire familiale, et puis un pan historique aussi à travers des interprètes que vous aimez. Mais je me sens de temps en temps décalée par rapport à l'époque dans laquelle je vis. En plus, j'ai quand même la chance de côtoyer des instruments qui ont plusieurs centaines d'années, de jouer des œuvres de compositeurs souvent décédés. Donc, c'est-à-dire que tout ça fait que j'habite à Paris, je suis en 2024 et autres, mais je suis déconnectée quand même beaucoup de cette frénésie dont nous faisons partie actuellement, voilà, tout change vite. Enfin, je m'amuse à dire... Les réseaux sociaux, tout ça. Voilà, je trouve ça rigolo. On est dans une époque où un téléphone portable, au bout de 6 mois, est vieux. Moi, depuis 400 ans, les violoncelles que je joue,
sont d'actualité et pour l'instant, rien n'a été remplacé. Je veux dire, il y a des luthiers contemporains, mais la forme du violoncelle n'a pas changé depuis 400 ans. Juste une parenthèse, vous parliez du concerto d'Elgar que vous venez d'enregistrer. Oui. Vous avez parlé de l'orchestre et le chef François-Xavier Roth. Ah oui, donc vous êtes aussi en belle compagnie. Oui. Donc, c'est un disque qui sortira. Je reviendrai vous en parler prochaine fois. J'espère bien vous recevoir, mais là on va revenir. Mais justement, ça c'est avec vous, c'est à cause de vous, Astrid, parce qu'il y a tellement de sujets qu'on a envie d'évoquer, qu'on s'éloigne du but pour lequel on vous avait convié, qui est quand même d'évoquer ce festival Nadia et Lily Boulanger, qui aura lieu du 31 mai au 2 juin prochain à Trouville-sur-Mer. Alors, il y a bien sûr des interprètes, on en parlait, Philippe Bianconi, Nathanaël Gouin, Pascal Moragues, le baryton Thomas Kildicius, Hussaz Ils sont lauréats du concours Nadia et Lily Boulanger. Oui, c'est ça. Qui avait donc du Centre international Nadia et Lily Boulanger. Il y aura également Félicien Brut à l'accordéon, Édouard Macarez à la contrebasse. Voilà, c'est un festival que j'ai envie un petit peu un rassemblement d'amis, un rassemblement d'amis musiciens pour partager. Alors, ce qui est génial avec quand on prend Nadia et Lily Boulanger, c'est qu'au niveau musical, on peut aller de Monteverdi à Quincy Jones, quoi. C'est l'éventail général de toute la musique qui est compris, qui peut potentiellement programmable pour ce festival. C'est une première édition, donc on commence avec peu de concerts. Enfin, peu de concerts, mais ils sont attrayants. Ah bah quand même Pour rendre hommage à Nadia et Boulanger, il faut quand même rester dans une certaine forme de qualité musicale et de programmation. Mais c'est très excitant, c'est une nouvelle aventure. Je pense depuis longtemps à cette idée de festival. Il se trouve que voilà, la rencontre avec la mairie de Trouville a fait que ça leur plaît beaucoup de partir sur ce thème-là de Sœurs Boulanger. Et j'espère qu'on aura beaucoup de monde qui va venir à la fois pour passer du bon temps à Trouville et pour écouter les concerts. Les concerts, il y a aussi une conférence d'Alexandra Ledrich. Exactement, très précieuse. Des grandes musicologue lié au nom de Nadia et Lily Boulanger. Exactement, il y aura aussi la diffusion du film de Bruno Mont-Saint-Jean. Et Bruno Mont-Saint-Jean fait l'amitié d'être présent durant le festival. Donc voilà, il y a une exposition également de photos qui commence le 10 mai autour des sœurs Nadia et Lily Boulanger. Alors, on parlait de Nathanaël Gouin, qui est votre complice. Je vous ai entendu maintes fois jouer au concert avec lui. Bon, il y a aussi Philippe Bianconi, dont vous êtes proche, qui est merveilleux pianiste. Nathanaël Gouin, vous avez enregistré avec lui. Vous venez d'enregistrer un disque, exactement, je crois, avec lui. Je nous demande d'enregistrer un disque qui sortira pour le label Alpha prochainement. Alors, nous avons enregistré des œuvres absolument rarissimes, à savoir la sonate, par exemple, pour violoncelle et piano, d'une compositrice qui s'appelle Marcelle Soulage, qui a été assez connue parce que c'est elle qui avait fait le Que sais-je sur le solfège, qui a écrit une sonate pour violoncelle et piano absolument magnifique. C'est vous qui l'avez retrouvée ou c'est Nathanaël ou c'est Alors, c'est la fondation Royaumont qui nous a contactés pour redonner vie à cette sonate absolument merveilleuse, vraiment un grand chef-d'œuvre. Ensuite, il y aura la sonate pour violoncelle du compositeur et grand navigateur Jean Cras, et puis aussi Pierre-Octave Ferroux, une sonate absolument étonnante. Donc, des tubes. Des grands tubes. Mais voilà, ça fait partie aussi des travaux que nous aimons faire avec Nathanaël, à savoir remettre dans les programmes de nos concerts et de nos albums des œuvres qu'on n'attend pas forcément. Lui aussi, il a une curiosité insatiable. Bien sûr. Oui, ça fait partie de... C'est vraiment un partenaire de musical précieux parce qu'ensemble, nous aimons vraiment explorer tous les répertoires. Nous sommes curieux. Et surtout, nous aimons beaucoup travailler, donc ce qui nous permet de pouvoir vraiment découvrir et redonner vie à des musiques. Justement, votre duo constitué depuis plusieurs années, c'est particulièrement émouvant de vous voir. Comment ça s'est passé, votre rencontre musicale avec Nathanaël? C'est quelqu'un que vous aviez connu pendant vos études? Non, nous sommes connus dans nos études, dans notre résidence artistique que nous avions à la chapelle Reine-Élisabeth.
à Waterloo. Donc nous étions tous les deux artistes en résidence. Et donc, voilà, le hasard, je pense on a dû se rencontrer à la cafétéria, sûrement. Et puis, on s'est dit pourquoi pas jouer ensemble. Je crois qu'il avait un concert avec la sonate de Rachmaninov, quelques jours après, avec un autre violoncelliste. Et je lui ai proposé en lui disant, si tu as besoin de répéter, on peut jouer la sonate de Rachmaninov ensemble. Et puis voilà, c'est parti comme ça, d'une sonate de Rachmaninov, d'ailleurs que nous jouons assez souvent ensemble et qui nous rappelle toujours la rencontre qui nous amène maintenant à faire de très belles scènes et de très beaux projets. Alors, cette sonate de Rachmaninov, on peut faire un détour parce que elle est magnifique, mais il y a le piano. Bon, inutile de parler du piano et de la relation de Rachmaninov au piano, mais comment elle est écrite pour votre instrument, cette sonate? Alors, les pianistes diront que c'est une sonate pour piano avec violoncelle ad libitum. Tellement la partition, il y a un décalage évidemment. Après, comme je dis souvent aux pianistes, nous ne sommes pas responsables, nous les violoncellistes, d'avoir beaucoup moins de notes que vous à jouer. Mais c'est une sonate qui est excessivement romantique, chaleureuse, tendre. Enfin, voilà, on est vraiment dans un répertoire. Alors évidemment, le piano, de toute façon, Rachmaninov, c'était quand même un pianiste extraordinaire. Donc je pense qu'il a voulu faire honneur à son instrument. Beaucoup diront que c'est un autre concerto pour piano de Rachmaninov que cette sonate. Voilà, en tout cas, c'est vrai que tous les pianistes ne s'attardent pas et ne peuvent pas jouer cette sonate. Avec Nathanaël, voilà, lui, à chaque fois que nous la jouons, je pense que beaucoup de pianistes sont jaloux de la facilité avec laquelle il la joue. Voilà, ça fait partie des grandes œuvres du répertoire qui racontent une histoire. Voilà, il y a beaucoup de narration. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est les œuvres qui racontent une histoire. Alors, on connaît bien sûr le génie de Lily Boulanger comme compositrice. Et ce qui est assez intéressant, c'est de parler de Nadia Boulanger, compositrice. Vous aviez enregistré ses œuvres pour violoncelle, ces 3 pièces, justement, avec Barenboim. Oui. Astrix Cyranosion, ce qui était une dérogation à votre disque avec Nathanaël Gouin. Exactement. C'était juste un moment... comment vous aviez eu l'idée, justement, parce que le disque, principalement... Dire Mademoiselle était aux côtés de Nathanaël Gouin, et puis il y a ces 3 pièces aux côtés de Barenboim. Alors l'idée n'est pas venue de moi, parce que j'aurais jamais osé lui demander, mais disons qu'un jour, je me souviens très bien, je parlais avec Daniel Barenboim de mes projets à venir, et je lui ai parlé de ce disque. Et le lendemain, nous étions en répétition avec lui, et il est venu me voir, il m'a dit, tu sais Astrix, je voudrais te demander, si ça ne dérange pas ton pianiste, est-ce que tu accepterais que j'enregistre avec toi sur cet album les pièces de Nadia Boulanger? Alors évidemment, j'en revenais pas. J'ai appelé Nathanaël pour lui dire. Oui, je pense qu'il a refusé tout de suite. Non, voilà, il a refusé. Mais c'était assez impressionnant parce que je n'aurais jamais eu l'idée de demander à Daniel Barenboim de me faire ce cadeau. Et c'est lui qui m'a dit non, mais j'aimerais beaucoup. J'ai été élève de Nadia Boulanger. Je veux jouer et je veux enregistrer avec toi. Bon, c'était un cadeau exceptionnel. C'est aussi fait partie aussi des œuvres de générosité qu'a Daniel. Pour la génération, pour les générations plus jeunes. Mais voilà, en tout cas, ça a été un souvenir d'enregistrement. On a enregistré très tard dans la salle Pierre Boulez. Alors, c'était un petit pied de nez aussi, je trouvais rigolo à Pierre Boulez, qui n'aimait pas forcément Nadia Boulanger, d'enregistrer en tout cas dans cette salle à Berlin avec Daniel Barenboim, qui est le lien, en fait, finalement, entre Pierre Boulez et Nadia Boulanger, peut-être. L'un a été le meilleur ami de l'autre et puis l'une a été le professeur de l'un. Enfin voilà, en tout cas c'est sûr que d'avoir partagé la scène. Après nous avons enregistré Message Esquisse ensemble avec Daniel Barenboim de Boulez, mais ça fait partie des... Voilà, vous parlez des idoles. Quand j'étais enfant, forcément Daniel Barenboim en faisait partie, je veux dire... De rencontrer, de visu, puis en plus de travailler, de marquer au disque des répertoires avec des figures qu'on a vues en disque toute sa vie, toute son enfance. C'est une émotion qui est indescriptible. Alors justement, Nadia Boulanger, c'est son immense génie de pédagogue, tous ces grands musiciens qu'on connaît qui sont liés à Nadia Boulanger, son lien avec sa sœur et la musique de sa sœur, ça a effacé ses propres compositions, mais elle-même en est coupable puisqu'elle avait décidé d'arrêter de composer après la mort de sa sœur, et puis elle se considérait comme une compositrice mineure. Inutile. Voilà, inutile, c'est pire. Alors que quand on écoute, moi là, je vous parlais de la BNF, il y a eu un récital de mélodie de Nadia Boulanger la semaine dernière à la BNF, c'était magnifique. Ah oui, non mais c'est sûr. Et sa sévérité, on la partage pas.
Bah oui, c'est vrai que je pense que sa sévérité n'est pas partagée par beaucoup. C'était un être absolument extraordinaire à tout point de vue. Donc, mais je pense qu'elle avait surtout la douleur d'une grande sœur qui perd sa petite sœur avec qui elle a toujours été liée. Je pense qu'il y avait une volonté de dire moi je veux m'effacer, en tout cas dans ce qui qualifiait Lily Boulanger, à savoir la composition. Alors, Astrix Cyranossian, on va terminer, on aurait pu parler des heures justement de Nadia et Lily Boulanger, de l'Arménie, de la musique arménienne, ce week-end de la Philharmonie et de ce week-end du 31 mai au 2 juin prochain à Trouville autour de Nadia et Lily Boulanger, dont la programmation est si riche. Moi, je voudrais terminer avec un de vos disques, parce que chacun de vos disques est un projet à part et très singulier. Et il y a un de vos disques avec un titre étrange, mais qu'on comprend quand on l'écoute et quand on lit le texte qui l'accompagne, qui s'appelle Duo Solo, qui va de Bach à des mélodies arméniennes en passant par Ligeti et Kodály, qui est un disque absolument merveilleux dans lequel vous chantez aussi. Et comment vous aviez été à l'initiative de ce projet qui est quand même très à part Alors, c'est un projet assez... disons, c'est un projet qui a commencé d'abord par la scène. J'ai fait de très nombreux récitals, violoncelle, où finalement je chantais ces mélodies arméniennes. J'avais pas du tout l'idée de faire un disque avec ce projet de programme musical, mais le retour du public a été tellement chaleureux à chaque fois que je faisais ce programme qu'un jour je me suis dit peut-être que c'est peut-être le moment de... Peut-être que c'est peut-être le moment de graver ce disque. Après, évidemment, on sortait d'une période de Covid où je m'étais retrouvée vraiment pendant des semaines entières seule avec mon violoncelle. Il n'y avait pas de pianiste, il n'y avait pas de copains musiciens, il n'y avait pas d'orchestre avec qui je jouais des concertos. Et donc, j'ai pu vraiment cultiver ce répertoire violoncelle seule. Chanter... J'ai toujours chanté, en fait. J'ai toujours chanté. Après, sur scène, je l'ai fait. Et puis un jour, je me suis lancée avec une équipe, avec mon label qui m'a fait confiance, avec Franck Jaffresse qui était au micro et qui m'a aussi beaucoup donné confiance pour cet enregistrement. C'est très important quand vous dites que j'ai des projets singuliers. Enfin, c'était pas du tout péjoratif. Oui, bien sûr. Pour dire qu'il se différencie. Oui, mais c'est ce qui est, ce qui est important pour moi aussi, c'est de s'entourer des bonnes personnes qui ont à la fois un esprit critique et puis qui savent aussi trouver les mots et les encouragements pour que je puisse aller vraiment au plus loin de ce que je peux dans un projet, parce que forcément quand on grave sur disque ou même quand on monte sur scène, c'est qu'on croit vraiment à ce projet, sinon ça sert à rien, sinon le public, surtout l'auditeur, surtout au disque où on n'a pas le côté direct en live, il faut je trouve que et j'ai la chance donc d'avoir des superbes équipes autour de moi qui croient en ces projets et qui les portent avec moi. Donc Duo Solo, ça a été d'abord un retour du public avant de devenir un projet discographique. Projet discographique magnifique qui s'ouvre par la première suite de Bach, votre interprétation, et là encore je vais vous faire rougir, mais on s'en fiche parce qu'on ne vous voit pas, s'ouvre par une interprétation absolument merveilleuse de la première suite de Bach. On se pose un milliard de questions quand on commence à jouer cette suite, Astrix Cyranossian. Oh oui, on se pose un milliard de questions, puis en plus j'ai enregistré cette suite sur cet album sur un violoncelle avec des cordes en boyau. On se pose un milliard avant même d'avoir posé... À un moment donné, c'est ça, l'album, il faut se dire c'est un moment. On va figer de toute manière une interprétation. Donc il faut se poser des questions, mais c'est vrai que quand on a enregistré cette première suite, on peut passer des semaines entières à enregistrer, on ne sera jamais satisfait, parce que c'est une musique qui est en mouvement, c'est une musique qui si elle est aussi actuelle maintenant, c'est que c'est une musique qui traverse les époques, qui reste à la fois extrêmement contemporaine, quelque part, de par l'émotion qu'elle dégage. Et puis évidemment, on a toutes ces milliers de versions historiques. Voilà, après, le disque, de toute manière, c'est un moment un peu douloureux parce qu'on sait qu'on va graver on va graver un moment de notre vie. Voilà. Il y a d'ailleurs beaucoup de grands musiciens qui refont une version des 6 suites de Bach qui n'ont en général rien à voir. Je me souviens notamment Anna Bilsma qui m'a beaucoup inspirée pour cet enregistrement et qui m'inspire beaucoup, qui a fait plusieurs
plusieurs séries, des suites de Bach au disque qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres. Donc voilà, c'est vraiment c'est les œuvres que l'on mange, que l'on mâche, que l'on digère, qu'on passe notre vie finalement à essayer de comprendre. En attendant de réécouter, comme on peut le faire des centaines de fois, ce disque Astrix Cyranossian, il y a ces deux magnifiques week-ends en perspective du 31 mai au 2 juin prochain. Cet hommage à Nadia et Lily Boulanger à Trouville, avec une riche compagnie et une autre riche compagnie pour ce week-end des 27 au 29 septembre prochain à la Philharmonie, hommage à l'Arménie. Et il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon ami. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec la violoncelliste Astrix Cyranossian, je vous propose de l'écouter interpréter le grand tango d'Astor Piazzolla, un élève de Nadia Boulanger, suivi de 3 pièces pour violoncelle et piano de Nadia Boulanger et d'un medley de Michel Legrand pour violoncelle et piano. Elle est aux côtés d'un de ses complices, le pianiste Nathanaël Gouin. Je vous en souhaite une très belle écoute, une bonne fin de soirée sur RCJ.